Bonjour, chronique un petit peu spéciale aujourd'hui parce que je vais vous parler d'une relecture et je vais procéder comme j'avais fait il y a quelque temps de ça pour le cycle de Child de Jack Vance en confrontant une première chronique sur le blog et mon ressenti peut-être un petit peu différent avec les années qui ont passé. Le bouquin qui va en faire les frais aujourd'hui, c'est l'anthologie Black Wings of Cthulhu, 21 Tales of Lovecraftian Horror de S.T. Joshi, enfin édité par S.T. Joshi, publié aux éditions Titan Books en 2010 puis 2012, et qui est un bouquin qui fait environ 500 pages. Donc je l'avais lu il y a environ 2 ans, et je vais y revenir maintenant, ainsi que sur les volumes suivants de la série, que je n'avais pas tous lus, loin de là. Donc il s'agit de la série d'anthologie Lovecraftian Black Wings, dirigée par S.T. Joshi, le fameux critique Lovecraftien. Lequel a bel et bien évolué, faut croire, quant à la perception du mythe de Cthulhu en tant que genre à part entière, même si pas tout à fait, hein. Pour le fond théorique, je vous renvoie à son essai The Rise, Fall and Rise of the Cthulhu Mythos, comme d'habitude, et je vais probablement le relire également celui-ci. Bon, on verra bien. Mais justement, nous parlons ici de récits Lovecraftiens, pas de récits du mythe de Cthulhu. Distinction sans doute essentielle pour l'anthologiste et peut-être quelques-uns de ses auteurs, et l'on regrettera d'autant plus, comme étant tout de même bien révélateur, le traficotage du nom de la série. Ce premier volume, ainsi que les suivants, était originellement paru chez l'éditeur anglais PS Publishing. À noter, Joshi avait, semble-t-il, d'abord Arkham House en tête, mais ça ne s'est pas fait. Donc, chez l'éditeur PS Publishing sous le titre Black Wings, faisant référence à une citation de Lovecraft tirée de Supernatural Horror in Literature, laquelle ne comprenait bien évidemment aucune allusion au poulpe en chef. Rajouté à ce titre original pour la reprise de ce volume et ultérieurement des suivants chez Titan Books, cet incongru of Cthulhu a donc quelque chose d'une vague trahison quant aux intentions de tout le beau monde écrivant dedans, ou du moins en déforme le propos. Par ailleurs, cette trahison s'est poursuivie en français puisque cette première anthologie a été traduite chez Brajlon sous le titre Les Chroniques de Cthulhu. Mais bon, on ne va pas non plus en faire une maladie, hein. Le fait est que le mythe de Cthulhu, au-delà du seul cercle de la critique Lovecraftienne, qui entend démonter le machin pièce par pièce depuis au moins 1972, c'est une notion qui a toujours, et même sans doute plus que jamais, un écho indéniable au-delà. Le nom Cthulhu fait vendre, à bon droit ou pas, jusqu'à des peluches kawaii ou des sextoys qui ne le sont pas moins, après tout. Alors, si cette petite trahison peut amener des lecteurs à découvrir, à prendre conscience de ce qu'est bien plus au fond le genre Lovecraftien, et à dépasser les bêtises d'August Derleth et Brian Lumley et compagnie pour percevoir combien le mythe de Lovecraft, donc, s'insinue dans des textes absolument dénués de la moindre référence ouverte, mais même au-delà parfois, à Cthulhu, au Necronomicon ou à Arkham, eh bien, ma foi, c'est pas plus mal. C'est à vrai dire un trait saillant de cette anthologie, de manière peut-être plus marquée encore, disons manifeste, je crois que c'est le mot, que dans la troisième livraison, la seule autre que j'ai lue pour l'heure. Les références au lexique Lovecraftien y sont somme toute très très rares. Certes, on y trouve, comme souvent, plusieurs textes où Lovecraft lui-même est un personnage, avec plus ou moins de réussite. On y trouve aussi des récits s'appuyant sur un texte précis. En l'espèce, 3 de ces 21 nouvelles se fondent sur Pickman's Model. C'est une exception flagrante dans l'anthologie. Aucune autre nouvelle de Lovecraft ne s'y voit accorder un tel honneur. Or, ce n'est justement pas un récit relevant du mythe de Cthulhu. Au-delà, cependant, dieux, livres et lieux ne sont finalement guère empruntés à la Lovecrafterie classique. Pas plus mal. Mais il est bien temps d'aborder le contenu du recueil, morceau par morceau. Bon, j'ai hésité quant à la forme la plus appropriée, mais peut-être finalement vaut-il mieux garder l'ordre des récits tel qu'il a été conçu par l'anthologiste. La première nouvelle, signée Caitlin R. Kiernan, est Pickman's as a Model 1929, et je l'avais déjà lue dans New Cthulhu The Recent World, même si je l'avais totalement oubliée. Elle est sans doute bien mieux passée à cette première relecture et à la deuxième que je présente aujourd'hui, parce que je n'en ai pas vraiment saisi l'intérêt de la première lecture, mais j'ai bien davantage apprécié ce texte par la suite. Comme le titre l'indique assez, il s'agit d'une suite à la nouvelle de Lovecraft, Pickman's Model, le modèle de Pickman, sans doute parmi les plus célèbres hors mythe. On trouvera ultérieurement, comme mentionné plus haut, 2 autres suites avec des guillemets. Le narrateur en était un ami de Thurber, qui était quant à lui le narrateur du modèle de Pickman, mais s'est suicidé après coup, non sans avoir tenu auparavant un discours délirant à son ami sur les sources de la peinture macabre du génial Richard Upton Pickman. Bien évidemment, l'idée demeure la même. La révélation que Pickman peint d'après nature n'en est pas une pour quiconque a lu Lovecraft, et le pastiche de Kiernan en joue forcément. Si la conclusion est peut-être un peu terne de ce fait, mais ça se discute, il y a bien un apport personnel non négligeable, la nouvelle fonctionne bien, très bien même. Son jeu assumé sur le narrateur non fiable,
d'un à-propos essentiel et qu'on retrouvera plus tard à sa manière dans la variante de Brian Stableford sur le même sujet. Son évocation du cinéma hollywoodien de l'âge d'or du muet via la mystérieuse starlette Vera Endicott, impliquée dans un scandale à la Roscoe Fatty Arbuckle, mais forcément lourd de connotations encore plus sinistres dans un cadre pareil. Enfin, la vulgarité associée en définitive à la dite actrice, que ce soit au travers d'un déconcertant et répugnant métrage pornographique, ou plus frontalement dans son langage à mille lieues de la préciosité affectée du narrateur, sont autant d'éléments bien vus qui tirent cette nouvelle vers le haut. À la relecture, c'est encore mieux passé. Cette nouvelle est très futée, très bien conçue, et son ambiance est remarquable. C'est une des meilleures nouvelles de l'anthologie, je crois, vraiment un pastiche de qualité. Après quoi, Donald Abelson, que je connais décidément plus en tant que critique qu'en tant qu'auteur de fiction, même s'il me laisse souvent sur le bas-côté avec sa déconstruction truc. Donald Abelson donc livre Desert Dreams, une nouvelle dans laquelle un homme résidant à Providence, et même à Benefit Street tant qu'à faire, est assailli de rêves récurrents, ou plutôt d'un unique rêve se déployant et poursuivant au fil de nouveaux épisodes, le transportant dans un désert qu'il connaît à la perfection alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans quelque désert que ce soit, où il découvre auprès d'étonnants indiens ce qui ressemble fort à un culte secret d'un dieu méconnu et ô combien inquiétant. Et tout ceci s'avère bien sûr absolument vrai. L'idée n'est pas inintéressante et le pastiche fonctionne en gros, à ceci près que la fin est probablement beaucoup trop ouverte. Arrivé au bout, on est plus frustré qu'autre chose. Ceci étant, cette nouvelle est bien meilleure que celle que l'auteur livrera plus tard dans Black Wings Free, mais ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. C'est même décidément très médiocre. Pas désagréable, mais sans vrai intérêt. Mais Engravings de Joseph S. Pulver Sr. est moins convaincante. Bon, non, classer les deux n'a pas de sens. En tout cas, elle ne fonctionne pas, et ce exactement ou presque pour les mêmes raisons qui m'avaient fait trouver sa contribution à Black Wings 3 peu ou prou insupportable. Nous y voyons une petite frappe effectuer une livraison pour un inquiétant personnage entouré de chats. Bon. Dans le fond, la nouvelle joue de la généalogie morbide avec quelque chose qui n'a pas été sans m'évoquer Angel Art. Mais le problème est que dans la forme, elle appuie lourdement sur la confusion mentale du délinquant, au point où c'est plus indigeste que véritablement pertinent, à mes yeux en tout cas. Il y a vraiment une affectation dans le style, comme un désir de se compliquer la vie autant que celle du lecteur pour sonner arty. Hélas, en fait, ça sonne d'autant plus faux que l'histoire est indigente et caricaturale. On est à la limite du ridicule en définitive, et je ne sais pas quelle était au juste la part de la volonté de l'auteur dans ce résultat. On passe à quelque chose d'autrement intéressant à mon sens avec Copping Squid de Michael Shea. Ricky Deuce, dans l'épicerie de nuit où il travaille à San Francisco, amaille à partir avec un jeune noir au comportement étrange, un certain André, qui l'agresse au couteau. Normal, quoi. Mais il s'avère bien vite que le bonhomme a des motivations bien plus étonnantes qu'une simple pulsion d'agression pour gagner quelques billets. Quand Ricky l'entaille au bras avec son propre couteau, il se montre étonnamment satisfait, même s'il a encore des choses à demander au vendeur. Celui-ci, intrigué par la tournure incompréhensible des événements, en vient même à abandonner son poste pour accompagner le jeune homme en voiture, qui finit par lâcher que ce dont il a vraiment besoin maintenant, c'est d'un témoin. Et Ricky sera ainsi amené à vivre cette expérience terrible de voir des choses, some shit dans le texte, ça revient tout le temps, sans même être bourré, il n'a pas bu une goutte d'alcool depuis 3 ans. Au premier abord, je n'étais pas tout à fait certain de ce que je pensais au juste de cette nouvelle, mais en définitive, je l'ai plutôt appréciée, et même plus que ça, même si ça coince vaguement à l'occasion, les motivations de Ricky notamment sont tout de même un brin problématiques. Mais peut-être faut-il y voir la personnification du lecteur curieux de récits weird. J'ai cependant trouvé nombre de choses bien vues, notamment à l'atmosphère ultra prolo-sordide et communautaire sans doute, qui dans les premières pages du moins a sans doute quelque chose d'humoristique, à vrai dire, la nouvelle par bien d'autres aspects a des traits parodiques. Mais ça me paraît acquérir au fur et à mesure des traits plus essentiels et profonds et inquiétants. On passe ainsi du t-shirt illisible d'André, qu'on comprend bien avant Wiki comme de juste arborer Cthulhu Rules, on pense forcément à des logos tordus de groupes de black metal, ce genre de choses. C'est par ailleurs le seul moment de l'anthologie où apparaît le nom du grand ancien, et à vrai dire de n'importe quel grand ancien. On passe de ce t-shirt donc à une tirade illuminée au milieu d'un cercle d'adorateurs qui évoque peut-être davantage, mais à bon droit, les prêches enflammés de pasteurs américains fondamentalistes, plutôt que les traditionnels délires cultistes, l'idée étant bien sûr de questionner la différence supposée entre les deux. Si la vision en elle-même ne m'a pas transcendé, ses implications ultérieures, mêlant doute et fascination, sont assez intéressantes, le culte prenant des atours de virus n'affectant que des initiés, pleinement volontaires ou pas. Lui qui ne manque pas de se poser la question de son implication dans tout ça.
La conclusion appuie d'ailleurs à nouveau sur la dimension ultra pour le sordide et probablement raciale aussi. Difficile de ne pas penser cela d'emblée avec le personnage d'André, et peut-être plus encore avec sa gouaille évoquant quelques ersatz contemporains de Zadok Allen transmutés par les clichés gangsta rap. Et tout ça fournit un contrepoint moderne intéressant aux obsessions de Lovecraft. Cette nouvelle est très bien passée à la relecture. J'ai vraiment apprécié son humour, son ambiance et ce qui se terre derrière la légèreté de façade. Puis nous avons Passing Spirits de Sam Gafford qui m'a vraiment plu. Nous y suivons un homme en phase terminale de son cancer qui est hanté par le spectre de H.P. Lovecraft, à moins qu'il ne s'agisse que de sa conscience. Puis de plus en plus par les personnages de H.P. Lovecraft, à mesure que le narrateur, conscient de sa mort prochaine, rêve plus profondément, intégrant pour sa part les récits du Gentleman de Providence vécus sur le moment. En résulte une nouvelle saturée de références, ce qui au début peut effrayer un peu, mais finalement à bon et même très bon escient, et permettant d'envisager beaucoup de choses d'une manière très fan, que ce soit presque prosaïquement dans le rapport du lecteur à son idole et à ses textes, avec de l'analyse critique en prime, notamment des liens avec Dunsany ou Hudson, l'auteur étant un spécialiste de ce dernier, ou plus globalement dans l'échappatoire bienheureuse du fantastique et de l'horreur. Les monstres et fantômes devraient être plus terrifiants que des maladies dans l'idéal. La nouvelle est sans doute semée d'allusions un peu gag, par exemple quand le narrateur s'entretient avec Lovecraft des biographies respectives de Léon Sprague de Camp et de S.C. Joshi, ce qui lui permet de ne pas sombrer dans le pathos pourtant difficile à éviter avec pareil sujet. La nouvelle s'ouvre sur le narrateur au chevet de Lovecraft à l'agonie, situation qui s'inverse bien sûr plus tard. Et au milieu de ce thème global par essence morbide, elle conserve ainsi quelque chose d'étonnamment lumineux en fait, jusqu'à une très jolie conclusion. Oui, ce texte a quelque chose de fan, mais avec subtilité, sans user de l'inévitable quincaillerie des pastiches. C'est vraiment très bon, même avis après relecture. Une grosse déception ensuite avec Laird Barron et The Broadsword, une longue nouvelle que d'aucuns, Joshi inclus, considèrent comme un authentique chef-d'œuvre. En fouillant sur les critiques de l'anthologie, c'est presque systématiquement le récit qui est mis en avant et loué par-dessus tout. Mais je suis largement passé à côté et ça me travaille. Je reconnais qu'il y a sans doute quelque chose dans le style, soigné et témoignant d'une voix toute particulière, mais le propos m'a laissé parfaitement froid. La dimension Lovecraftienne s'affiche par moments. Ici, elle est dénuée de renvois clairs au lexique Lovecraftien, comme la plupart du temps, et elle renvoie sans doute, pour ce que j'ai cru en comprendre, à certains aspects de The Shadow of Innsmouth, mettons, mais au-delà des revendications d'ordre cosmique, la nouvelle, pour employer la troisième personne, me paraît en fait insister sur la dimension psychologique. Le point de vue est clairement biaisé, d'une manière évoquant un narrateur non fiable. Le personnage point de vue est un homme vieillissant, vivant seul. Il a une compagne, mais ils ont chacun leur logis. Vivant seul, donc dans une résidence vieillissante, elle aussi, mystérieusement appelée The Broadsword. Laird Barron prend soin de poser longuement l'ambiance, avec une certaine réussite, sans doute dans un premier temps. Le vieux bâtiment décrépit, la vague de chaleur qui touche la ville d'Olympia dans l'état de Washington où se déroule l'histoire, le personnage rongé par le remords et obsédé par la mort de son épouse, et peut-être plus encore d'un collègue qui s'était égaré lors d'une opération en forêt, sa relation avec un cercle de petits vieux toujours battants dans son genre. Puis on commence progressivement à évoquer un comportement étrange de sa part, des visites impromptues d'une inconnue dans son appartement, des coups de fil déstabilisants, et il entend bientôt des voix clairement menaçantes. Tout donne l'image d'un homme en train de perdre la raison et, horreur suprême à certains égards, qui s'en rend plus ou moins compte. Le balancement avec l'idée qu'il soit en fait un être à part, amené à intégrer les us et coutumes d'une espèce ancestrale cachée au milieu de l'humanité, violemment maléfique à mes yeux, le sadisme des voix me paraît aller de ce sens, si le comportement de base peut conserver une dimension d'indifférentisme cosmique. L'espèce dont il ferait partie, donc, ça m'a pas convaincu, et globalement je n'ai pas tardé à m'ennuyer jusqu'à la fin, mais c'est sans doute moi, je suis passé à côté. D'aucuns nombreux ont loué ce texte, entre autres pour son originalité par ailleurs, et là je dois dire que ça me dépasse tout particulièrement. Déception incompréhensible. Et même constat après relecture, je ne vois tout simplement pas ce que ce texte a de si brillant. Il n'est pas mauvais, mais je le trouve tout de même bien banal. À vrai dire, son caractère Lovecraftien ne coule pas forcément de source de toute façon. Pourquoi ce texte est-il si unanimement loué? Je n'en sais rien, il faut donc croire que je passe toujours à côté. Passons à William Browning Spencer et Heather. Un homme qui entretient une relation fusionnelle avec son épouse affligée d'un cancer est soudain attaqué par une nuée de guêpes alors qu'il roule dans quelques coins paumés du sud-ouest américain.
Il survit à l'accident qui en résulte, encore qu'en sale état, mais sa femme aussi peu ou prou indemne pour sa part, voire mieux que ça, mais il ne la ressent plus. Le sentiment que l'accident ne s'est pas produit comme il aurait dû se produire assaille Brad, et un ex-universitaire ou juste un tocard passablement excentrique lui raconte bientôt des inepties à propos des conditions du drame, qu'il ne serait pas le seul à s'être produit sur ce coin précis de route. Brad déphasé se retrouve bientôt entraîné dans un piège cosmique, révélant ce qu'est le monde et ce qu'est sa destinée. Plutôt une bonne nouvelle, où les divers éléments psychologiques, cosmiques, se marient bien. Le texte garde un certain côté pulp, sans se montrer naïf pour autant. Il y a surtout un côté conspi à la X-Files vraiment sympa, et de l'étrangeté qui fait plaisir. Un bon texte. David J. Shaw dans Dunker's Book, une nouvelle assez brève, évoque un scientifique de génie, lauréat du prix Nobel, qui a la mauvaise idée de tricher dans ses recherches sur l'espace, le temps et les dimensions, en ayant recours à un livre anonyme et protéiforme, pour le moins évocateur du Necronomicon, qui a le pouvoir de changer la réalité. Le sorcier, en conséquence, est déchu de ses prestigieuses récompenses. Toutefois, son orgueil n'est sans doute pas le seul à en souffrir, le livre maudit pointant une nature de la réalité que la science ne peut concevoir, et qu'il ne vaut mieux pas mettre en évidence d'une manière ou d'une autre. L'idée est bonne, mais l'écriture un peu terne, et je ne suis pas certain que l'auteur en fasse vraiment quelque chose en définitive. Il y avait de la matière, pourtant. Ça, c'était ce que je disais dans ma première chronique. Je serai plus sévère à la relecture. Cette nouvelle est ratée, vraiment ratée. La bonne idée de base est bâclée, le texte ressemble en définitive, bien plus qu'à une fiction, à rien d'autre qu'un très mauvais et très ridicule pamphlet occulto mes couilles dégoté sur internet, le genre de merdouille obscurantiste qui réjouit les amateurs de conspiration anti-scientifique, anti-vax, platiste, intelligent design et navrante compagnie. C'est peut-être volontaire de la part de l'auteur, mais ça n'en sonne pas moins aussi bêtasse, au point de l'extrême lassitude. Impossible d'apprécier l'idée de la sorte. C'est d'autant plus ennuyeux que les implications apocalyptiques de la fin de la nouvelle auraient pu être vraiment très intéressantes. Inhabitants of Wraithwood de W. H. Pugmire est cité par S.T. Joshi comme étant une des 3 nouvelles tournant autour de Pickman's Model, figurant dans l'anthologie, mais c'est d'une manière très particulière, très personnelle et revendiquant haut et fort sa singularité. Nous y suivons un criminel en cavale, dont l'expression commune, si ce n'est vulgaire, ne doit cependant pas nous tromper. Le bonhomme, pour être une petite frappe, n'est pas sans culture en matière d'art et de littérature, merci maman. Le sort l'amène à se réfugier dans un endroit pour le moins weird, fréquenté par d'étranges individus plus weird encore, en fait d'une certaine manière des œuvres d'art vivantes dans la lignée des terribles sujets représentés d'après nature par Feu Richardson Pickman. La nouvelle tient du cauchemar, la plupart des sections s'ouvrant sur un réveil du narrateur qu'on est parfois tenté de remettre en cause, et en même temps de la farce macabre portée par un humour étrange et hautement déconcertant. Un bon texte avec une belle ambiance, même si j'ai trouvé qu'il s'éternisait peut-être un peu trop. Sentiment plus mitigé à la relecture, c'est correct, mais ça ne m'a pas passionné, loin de là. Molly Albertson livre quant à elle The Dome, une nouvelle très courte, très banale, très vide, à l'instar de celle qui figurait dans Black Wings 3 et qui m'avait fait supposer un copinage éhonté tant le niveau était drastiquement inférieur à tout le reste de l'anthologie, ou presque. Et c'est exactement la conclusion à laquelle j'aboutis ici, avec peut-être un peu moins de sévérité, admettons. Bon, il y a pire dans la présente anthologie, mais c'est quand même un texte totalement inutile, sans le moindre intérêt, et assez puéril en définitive. Après quoi, Rotterdam de Nicholas Royle m'a laissé au mieux perplexe. Il faut dire que j'en attendais sans doute beaucoup. Une fois de plus, de l'auteur, je n'avais sauf erreur lu qu'une seule nouvelle dans le visage vert, mais qui m'avait vraiment séduit et donné envie d'en lire davantage. L'occasion ne s'était toutefois pas présentée. Ce qui peut expliquer au bout du compte une certaine frustration et la conviction d'être passé à côté du truc. Nous y suivons 2 hommes travaillant sur une éventuelle adaptation cinématographique de The Hound de Lovecraft, le Molosse. Faire du repérage à Rotterdam, cadre de la nouvelle, même si ça n'a en fait aucune espèce d'importance chez Lovecraft. Le personnage point de vue est intéressant, un écrivain déprimé et parfois colérique qui aimerait bien que le producteur achète les droits de son roman pour en faire un film. Et l'arrivée de son comparse qui entretient un jeu ambigu avec lui, érotique notamment, c'est assez clair, bénéficie à l'ambiance travaillée du récit, qui tournait jusqu'alors sur l'absence d'âme de la ville, détruite pendant la guerre et reconstruite après coup, perturbée cependant par des installations artistiques incongrues. Quant à la référence à la nouvelle de Lovecraft, elle pose sans doute des questions d'ordre esthétique autant que pratique sur la signification du décor, la liberté de transposition, etc. Et puis, on passe à toute autre chose et ça ne m'a plus parlé du tout. Sans doute si je passais à côté, oui, ça ne serait pas la première fois, hein. Impression de gâchis quand même. Oui,
Il y a une bascule dans la banalité qui me laisse très perplexe, sentiment vigoureux d'être passé à côté de quelque chose, mais du coup non, je n'ai pas aimé, toujours pas, et c'est bien une déception à titre personnel au moins aussi frustrante que celle concernant The Broadsword. Au rang des textes loués mais qui ne m'ont pas convaincu pour une raison ou une autre, il faut maintenant mentionner Tempting Providence, novelette de Jonathan Thomas, qui traite d'un artiste exposant ses œuvres dans les pires conditions à Providence et qui découvre dès le lieu même de l'exposition combien la ville a horriblement changé depuis le temps de Lovecraft. Impression confirmée bien sûr quand le fantôme de Lovecraft entre dans la partie. Eh bien, j'ai trouvé ça très chiant. Mais sans doute est-ce que je suis passé à côté encore une fois. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé le texte bavard au point d'en être vraiment ennuyeux, tandis que son canevas me laissait pour l'essentiel parfaitement froid. Le fantôme de Lovecraft est ici nettement moins intéressant que celui que l'on avait croisé plus haut dans Passing Spirits de Sam Gafford, nouvelle qui m'avait vraiment botté, tandis que le discours, décadence, blabla, c'était mieux avant, blabla, il ne respecte donc rien, blabla, même tempéré avec un soupçon d'humour, plus ou moins drôle à vrai dire, m'a tenu éloigné du texte. Plutôt loué par ailleurs, j'ai donc l'impression, mais certes pas par moi. Sentiment plus sévère à la relecture. Là aussi, le côté pamphlet, mais dans un esprit très réac, m'a vite lourdé, et la répétition des mêmes récriminations sur le mode navrant du c'était mieux avant m'a même carrément agacé. La puérilité du narrateur aussi. Quelle est la part de volonté dans tout ça? Je ne m'avancerai pas à ce propos, mais c'était vraiment très pénible. J'ai bien davantage apprécié Howling in the Dark de Darrell Schreider, nouvelle autrement courte et concentrée, d'une extrême noirceur lourde de cosmicisme, et peut-être au sens le plus Lovecraftien du terme, dans la mesure où le texte tourne autour de la veine quête de sens à laquelle succombent si souvent les humains, dans un monde qui s'en fout, mais surtout joue de l'injonction terrible de laisser les choses derrière soi, de continuer à avancer pour en exprimer toute l'horreur et l'impossibilité, le tout dans un cadre familial oppressant qui en suscitera presque nécessairement un autre, sous la houlette d'une sombre figure, une sorte de variation sur l'ami imaginaire qu'ont souvent les gosses, variation qui cependant procède sans doute bien différemment du mini-lutin dieu habituel, en confrontant les niards puis les adultes à leurs fautes et à leurs regrets. Très noir et très bien vu en ce qui me concerne. L'ambiance est remarquable, horriblement pesante, ça fonctionne vraiment bien. On en arrive à Brian Stableford avec The Truth About Pickman, la troisième et dernière nouvelle de l'anthologie à prolonger Pickman's Model de Lovecraft. Un récit qui ne se contente pas d'être palpitant, en dépit d'une fin un petit peu terne peut-être, mais est aussi bien plus rusé qu'il n'en a l'air, sans doute. L'ambiance est joliment travaillée, le cadre improbable d'une maison paumée dans quelque endroit infréquentable de l'île de Wight a beau être contemporain, la manière évoque bien davantage, mais délibérément, quelque chose de typique de l'horreur littéraire des années 20 ou 30, dimension cependant pondérée par l'accent qui est mis sur la science la plus récente. En l'espèce, Stableford fait mumuse avec la génétique. Cette simple conversation entre deux érudits que tout oppose est lourde de non-dits, voire de menaces, l'astuce ici consistant pour une bonne part à jouer sur le procédé affectant à sa manière Pickman's Model du narrateur non fiable, mais d'une manière très bienvenue. C'est habile et ça fonctionne parfaitement. Oui, à la relecture c'est vraiment bien. Le jeu sur le narrateur non fiable est particulièrement astucieux, en manipulant les préventions du lecteur, et l'investigation scientifique du texte est étonnamment palpitante. Une réussite marquée dans un registre finalement inattendu, car transformant un conte macabre très poesque en un étonnant thriller de science-fiction, en même temps imprégné de policiers feutrés, peut-être à la Agatha Christie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Tunnels de Philippe Aldeman est tout aussi efficace, si moins rusé, voire banal. L'ambiance est très chouette. C'est d'autant plus appréciable qu'elle se fonde sur un présupposé chtonien qui aurait pu évoquer le sinistre Brian Lumley, avec ce gamin de narrateur qui fait des sales rêves et tout autour de lui une bande disparate de petits vieux qui ont la bougeotte. Sans doute à bon droit, même si cela peut aussi évoquer une sorte de délire sectaire vu de loin, mais le lecteur sait bien, lui, que la menace est là et bien là. En fait, de Brian Lumley, du coup, j'ai trouvé à cette nouvelle un côté un peu Stephen King, et c'est de suite toute autre chose. Cette fois, ça m'a un peu moins parlé à la relecture. Le côté secte est très intéressant, tout autant cette fatalité qui plonge une famille dans la terreur et donc forcément l'ambiguïté entre ces deux manières d'envisager ce qui se produit, mais je sais pas, il manque quelque chose pour que ça fonctionne vraiment. Je suppose que ça demeure correct, mais je suis visiblement bien moins enthousiaste. Une grosse surprise ensuite avec The Correspondence of Cameron Thaddeus Nash, qui bien sûr n'est pas une nouvelle écrite par Ramsey Campbell, simplement la divulgation de documents qui la notent ça et là, et à peine encore. Surprise,
parce que c'est un texte largement humoristique et que j'ai en tout cas trouvé hilarant, le terme n'est pas trop fort, non. Je n'attendais vraiment pas l'auteur sur ce terrain, mais il est vrai que je ne le connais pas non plus que ça, hein. Il s'agit donc d'une correspondance jamais publiée, et nous n'avons ici que les envois du mystérieux Cameron Thaddeus Nash, un rêveur anglais. Nous n'avons pas les réponses de son idole, avec des guillemets Lovecraft. Sauf que le fan transi des premières missives, s'il dérape déjà ça et là de manière amusante d'ailleurs, Houdini, se transforme bientôt en un infect personnage, de plus en plus désagréable au fur et à mesure que les missives s'accumulent. D'une arrogance invraisemblable, il abuse, comme tant d'autres l'ont fait, de la gentillesse du gentleman de Providence, jamais avare d'encouragement et de conseils à ses jeunes correspondants désireux de devenir écrivains. Nash lui soumet donc ses propres textes, mais certainement pas pour qu'il les retouche. Pour qui se prend-il? Par contre, Nash accepte volontiers l'offre de Lovecraft, ou plutôt la force-t-il, de faire circuler ces textes tels quels pour en assurer la publication, afin d'édification de la racaille des pulps. Dans Lovecraft lui-même, bien vite, n'a-t-il pas eu le culot de l'oublier dans sa liste des auteurs contemporains admirables dans son essai sur la littérature d'imaginaire? Inadmissible. Ce qu'il produit est pourtant au-dessus de tout. Voilà ce qu'un authentique rêveur peut écrire à milieu des sinistres et ineptes pulperies dont Lovecraft et ses dégénérés de fans aux ridicules prétentions littéraires sont coutumiers et dont le monde gagnerait assurément à se passer. La psychose devient de plus en plus flagrante, et si la nouvelle demeure avant tout drôle, en étant par ailleurs saturée de gags biographiques et autres allusions en rien cryptiques pour qui s'intéresse au sujet, elle parvient pourtant à véhiculer au fil des pages une certaine gêne vaguement inquiétante, et peut-être même à terme une forme de révolte futile à l'encontre d'un troll avant l'heure qui, en tant que tel, ne mérite pourtant certainement pas qu'on lui réponde. Voyez ce que cet abject connard écrit à propos du suicide de Robert E. Howard, Rabbit E. Howard. La pirouette ultime en pleine conscience a quelque chose d'un ultime gag, rattachant en définitive, mais par la bande, ce qui précède, au fantastique le plus grotesque, mais l'intérêt est ailleurs, dans ce jeu habile et pertinent sur l'érudition Lovecraftienne, riche en savoureux gags. Peut-être y a-t-il cependant quelque chose de plus? Nash n'est-il pas à certains égards une sorte de reflet de Lovecraft lui-même dans un miroir déformant, un Lovecraft de caricature qui aurait décidé de faire l'impasse sur la gentillesse et le dévouement dont il était coutumier dans ses lettres à ses amis, et qui s'en serait tenu à l'image aristocratique de l'écrivain rêveur ne conspuant jamais assez la lie des pulpes? Les jeux de mots sur les noms ne manquent pas d'y faire penser. Et par ailleurs, dans les virulentes critiques adressées par Nash à quantité de récits Lovecraftiens, n'est-il pas un peu de Ramsay Campbell lui-même, qui fut, sauf erreur, fan, puis contempteur, son rejet ayant été à la mesure de son adoration, puis bienveillant à nouveau d'une manière plus sereine? Nash, bien sûr, n'a quant à lui jamais atteint cette sage dernière étape. Plus prosaïquement, enfin, Ramsay Campbell semble avoir dit qu'il avait lui-même eu maille à partir avec un sinistre individu de cet acabit. Je m'égare peut-être, mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé vraiment ce texte à part dans l'anthologie, et il est rare qu'un récit délibérément humoristique, dans le sous-genre tout particulièrement périlleux des Lovecrafteries rigolotes, me convainque autant. Oui, c'est hilarant, un vrai bonheur que ce texte, totalement inattendu, mais vraiment très drôle et qui sonne tellement juste à l'heure des trolls d'internet, et des écrivains auto-édités qui savent qu'ils sont les meilleurs de tous, quel scandale que tel blog minable refuse d'en rendre compte par jalousie et bêtise à l'évidence. Changement d'ambiance radical avec Michael Sisko et Violence Child of Trust. L'histoire est légère, le cadre minimaliste, mais cette fratrie dégénérée, finalement davantage échappée de la colline à des yeux ou Massacre à la tronçonneuse, plutôt que de Dunwich ou Innsmouth, et qui sacrifie quand le besoin s'en fait sentir des femmes, sans en avoir une à disposition quand c'est de nouveau nécessaire, a quelque chose de profondément dérangeant, et fait sans doute renforcé par le choix d'alterner le récit entre les trois frères, le simplet Crover, le violent Julius et le discret visionnaire Todd. Rien de bien stupéfiant d'inventivité sans doute, mais là encore ça marche. Oui, mais la dimension Lovecraftienne est assurément très limitée. Suite une nouvelle de Norman Partridge intitulée Lesser Demons, que là encore j'avais déjà lu dans Nucleus The Recent Weird. Et à l'instar de Pickman's Other Model 1929, j'en avais tout oublié et cette relecture s'est avérée autrement satisfaisante. Alors ça, c'est ce que j'écrivais dans ma chronique d'il y a 2 ans. Parce que là, pour le coup, je me souvenais du texte lors de ma relecture, juste là maintenant. À première vue, pas grand-chose de très Lovecraftien dans ce survival apocalyptique évocateur, avant toute chose, de nombreux films de zombies ou d'infectés comme vous voulez, avec juste une touche un poil plus baroque dans les mutations des humains et autres animaux anthropophages. Lorgnant peut-être davantage vers Clive Barker. On peut penser à Stephen King aussi, quelque part entre Les Enfants du Maïs peut-être et Brume, plus probablement.
J'étais quand même bien sceptique au départ, mais je me suis pris au jeu et sur un canevas pareil, qu'on pourrait supposer forcément convenu, Lesser Demons m'a en fait très agréablement surpris. C'est dire si je me souvenais de ma première lecture, hein. En instillant dans le récit juste ce qu'il faut d'originalité, l'occasion finalement de bel et bien rejoindre Lovecraft, même par la bande. Nous y suivons un shérif, le narrateur, dans un bled paumé des États-Unis, secondé par son adjoint, alors que le monde s'effondre, du moins le suppose-t-il. Un aspect essentiel de la situation, après tout, est la rupture des communications avec l'extérieur. Ce qui, à mon sens, fait la valeur de la nouvelle, c'est le rapport qu'entretiennent les deux personnages, et d'autres en définitive, avec la compréhension de ce qui est en train de se produire autour d'eux. Le shérif est un plou comme manière brutale, pour qui la compréhension n'a pas lieu d'être. Qu'on lui montre où il doit tirer, c'est bien suffisant. Son adjoint, par contre, est d'un naturel curieux, même quelque chose d'un rat de bibliothèque ou d'un scientifique. Citation éloquente d'un personnage secondaire vers la fin. I met a scientist once. I put a bullet in his head. Et se lance dans une enquête approfondie sur le phénomène, ses causes, ses conséquences, notamment fouinant dans de vieux bouquins incompréhensibles et vaguement inquiétants, dont les mots illisibles semblent entrer en résonance avec ceux que les possédés se gravent eux-mêmes sur le corps. Chose qui dépasse donc totalement le narrateur, pour qui cette attitude de chercheur est au mieux inutile, au pire dangereuse. Mais qui, dès lors, deviendra le monstre, celui qui cherche à comprendre ce qu'il affronte, au risque peut-être de se mettre à ressembler à son ennemi, ou celui qui se contente de tirer dans le tas, évacuant tout questionnement pour s'assurer d'ennemis raisonnables. Il y a là une vraie question, plutôt subtilement posée dans un texte qui, par ailleurs, adopte la crudité de son narrateur en ne s'embarrassant délibérément pas de joliesse. Et là, pour le coup, ce rapport au savoir et ce questionnement du lien nécessaire entre connaissance et peur me paraît vraiment bienvenu, rejoignant finalement le questionnement cosmique d'un Lovecraft tel qu'il s'exprime notamment dans le célèbre premier paragraphe de The Call of Cthulhu, mais en appliquant à l'auteur d'homme ce qui rajoute de l'éthique dans la problématique, tout en jouant la carte de l'action avec compétence. Bonne surprise, vraiment. Oui, c'est très bien, mais parce que c'est aussi révoltant. Concrètement, depuis cette chronique, il s'est passé pas mal de choses aux USA et... Bon, disons-le, cet apocalypse zombie me paraît une plongée terrifiante dans l'Amérique de Trump, de la NRA, etc. Au sens où le narrateur est bien plus inquiétant que les démons qu'il massacre. Dans la forme et dans le fond, la manière dont le narrateur s'exprime, c'est affligeant. Vous savez, ce bon sens du cow-boy, du shérif ou du fermier qui cause simplement, ne s'embarrassant pas des joliesses des snowflakes libéraux de la côte Est, un chat est un chat, etc. Terrifiant et affligeant. Oui. Tout autre chose avec An Eldritch Matter d'Adam Disvander, qui tient largement de la blague. Nous y voyons un homme, le narrateur, qui se transforme brusquement en poulpe, dans la douleur d'abord, dans la joie ensuite. En fouinant ici ou là, j'ai vu qu'on avait régulièrement comparé cette brève nouvelle à la métamorphose de Kafka, peut-être par certains aspects, la tonalité absurde, non dénuée d'humour, encore que d'un autre ordre, la réaction presque normale d'un collègue assistant au phénomène. Mais oserais-je dire que c'est un peu moins bon? Puis bon, hein, on a beau le répéter, le poulpe ne fait pas le Lovecraftien. Cette comparaison avec Kafka, si elle a été avancée avec un tant soit peu de sérieux, est proprement sidérante. Ce texte est nul, absolument dénué du moindre intérêt, dans le fond comme dans la forme. C'est puéril et creux, probablement ce qu'il y a de pire dans ce recueil, ou en tout cas de plus inutile. Michael Marshall Smith livre ensuite The Substitution, une nouvelle qui m'a laissé pour le moins perplexe. Notre héros est un éditeur-correcteur qui travaille chez lui et réceptionne et trie les commandes passées par son active épouse au supermarché du coin. Passionnant, n'est-ce pas? Et un jour, horreur! Il y a eu une erreur, on a livré les mauvais paquets. Terrible indeed. La vraie destinataire est cependant de suite identifiée, mais notre héros y voit une occasion de sortir de sa routine en traquant et épiant la dame, construisant autour de la dite d'étonnants fantasmes. Je suppose que ce résumé traduit autant que faire se peut la quasi-totale absence d'événements de la nouvelle et son caractère longtemps parfaitement prosaïque. La révélation finale est supposément horrible, et peut-être seulement dans la lignée des fantasmes du narrateur, quand bien même ils sont chamboulés. Le plus étonnant est cependant que cette histoire pleine de vide m'a bien plu. Sans doute parce que Michael Marshall Smith est un artisan doué qui sait narrer une histoire, voire ici une absence d'histoire, en jouant notamment de la psychologie parfois bien tordue, sans autre connotation horrible, de ses personnages. Oui, ça se lit très bien, il ne s'y passe à peu près rien, mais ça fonctionne, c'est léger, drôle même. Mais je m'interroge vraiment sur son caractère Lovecraftien, franchement ça n'a guère sa place ici, pas du tout même. L'anthologie se conclut sur la brève nouvelle de Jason Van Hollander intitulée Suzy,
C'est Susan Phillips qui est ainsi désignée, la mère de Lovecraft, reléguée dans un asile où elle ne tardera pas à périr. Son rapport à son fils fournit les meilleurs moments du texte, car les plus dérangeants, sans nécessité de faire intervenir le fantastique. Je pense notamment à sa conviction que son fils était hideux, difforme. Le portrait dès lors est intéressant, mais les ya me paraissent superflus à ce stade. C'est une bonne nouvelle quoi qu'il en soit, mais sur un mode assez rude qui noue le ventre. Oui, c'est une réussite, sur un thème particulièrement casse-gueule. Bilan global de l'anthologie, assurément positif. Encore que peut-être pas autant que pour Black Wings 3, je ne sais pas. Les textes qui m'ont le moins plu, à savoir ceux de Joseph Hasselplover Sr. et de Molly Alberson, tiens, il y a de la continuité exactement comme dans Black Wings 3, mais il faut y rajouter au moins David Yeshow et Adam Nisvander, et il y en a un autre sur lequel je reviens de suite. Ces textes donc sont sans doute plus médiocres que mauvais à proprement parler. Le reste est souvent bon à très bon. Mais je relève quand même une chose qui me tracasse un brin, c'est déception par rapport à des textes, plutôt longs le plus souvent, unanimement loués par ailleurs, mais qui m'ont laissé au mieux froid ou perplexe. Je pense tout particulièrement à The Broadsword de Lan Baron, ou encore à Tempting Providence de Jonathan Thomas, qui est peut-être bien en définitive la nouvelle de cette anthologie que j'ai le moins aimée, c'est-à-dire en faisant la part des récits simplement médiocres et inutiles. En fait, de ces longs récits, seul Inhabitants of Racewood de W. H. Pugmire m'a séduit à la mesure de sa flatteuse réputation. Peut-être même pas en fait, j'ai apprécié la nouvelle mais tout de même pas à ce point non plus. Je relève aussi que deux de mes textes préférés de cette anthologie, à savoir ceux de Caitlin R. Kiernan et Norman Partridge, m'étaient complètement sortis de la tête après une première lecture qui ne m'avait pas vraiment convaincu. Par contre, lors de cette nouvelle relecture, je m'en souvenais bien, et de pas mal d'autres textes de cette anthologie à vrai dire. J'imagine que je change mon point de vue avec, ce qui vient relativiser toute entreprise critique. Je suppose aussi que les circonstances sont leur part, parce que j'étais dans un tresse à l'état quand j'ai lu Nuctiolo The Recent Weird, sauf erreur. Cette chronique, j'imagine, doit donc être envisagée comme étant un point de vue particulier à un instant T, ce qui justifie, je crois, cette édition de ma première chronique, suite à ma relecture 2 ans plus tard. Un de ces jours, je vais poursuivre avec Black Wings 2.